Cette fois-ci, j'aimerais bien aussi mettre en valeur des personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon mandat. Je me suis dit que nous étions forts parce que nous avions des convictions et que ces convictions, beaucoup d'entre nous les mettaient en œuvre, et c'est grâce à ces convictions que nous avons un terreau extrêmement solide qui va pouvoir résister aux assauts libéraux. J'anime depuis 2007 un atelier théâtre à Bagatelle, quartier populaire de Toulouse. Ce projet est né de ma volonté de montrer que malgré les différences et les défis de la vie, chacun peut briller. Au fil des ans, notre troupe s'est agrandie. En montant cet atelier, j'ai voulu aussi casser les clichés sur les quartiers, montrer qu'ils regorgent de belles personnes et de talents cachés, qui ne baissent pas les bras, car trop souvent laissés dans l'ombre, dans un espace dans lequel ils peuvent venir tels qu'ils sont, avec leurs différences, leurs petits trucs en plus, sans jugement des autres. Je suis fière de participer à l'embellissement de l'image de Bagatelle à travers l'art et la solidarité. Merci. C'est Emmanuel, je suis enseignant au collège Stendhal, dans le quartier de la Farouette. Et je vais vous parler d'un projet qui a commencé quand j'étais au collège Bellefontaine. Enseignant en langue, il y a une compétence qui doit être validée pour le brevet qui s'appelle maîtrise d'une langue étrangère ou régionale, l'anglais et l'espagnol la plupart du temps. On avait beaucoup d'élèves qui arrivaient au brevet avec une maîtrise très faible de cette compétence-là, alors qu'ils étaient parfois bilingues, trilingues, quadrilingues. Un autre constat de départ, c'était l'attitude assez répandue vis-à-vis des langues qu'ils maîtrisaient. Donc souvent c'était l'arabe dialectal, et quand des mots ou des expressions étaient utilisés dans cette langue-là, souvent on leur demandait de se taire pour invoquer la laïcité. Et donc une attitude très négative, très hostile vis-à-vis d'une langue qui était une véritable richesse. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a contacté l'université Jean Jaurès à Toulouse, qui est la seule université de France qui propose un DU, donc un diplôme universitaire, en arabe dialectal. Donc on a accepté d'organiser des oraux en arabe dialectal pour que nos élèves puissent y rendre, puissent obtenir une note et puissent être valorisés par une institution, même si on ne pouvait pas prendre en compte les résultats obtenus pour le brevet, pour le DMB. On a pu intéresser le rectorat par ce projet-là, qui nous ont donné le droit d'expérimenter, donc de déroger au texte en place pour pouvoir prendre en compte les résultats obtenus pour le DNB, mais à titre seulement très exceptionnel d'expérimentation. On peut le faire dans notre collège, c'est pas généralisable, mais les élèves qui sont passés l'an dernier, qui vont passer cette année, auront des points en plus au brevet. Merci beaucoup. Je suis Louise Domingo Lévy, je suis seule devant vous aujourd'hui, mais c'est un projet à plusieurs voies. L'Oncopole, l'Oncopole Claudie Frogo, c'est le centre de lutte contre le cancer de Toulouse, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et dans le cadre d'un financement interne, on a pensé, construit, réalisé et sorti un podcast, Vulnérable mais pas coupable. Alors ce podcast, il s'intéresse à la question de la psychologisation du cancer. C'est tout simplement l'idée selon laquelle la maladie pourrait être en lien avec des événements de vie difficiles, ou que le fameux moral pourrait avoir un impact sur la guérison. Ces croyances, bien qu'animées de bonnes intentions initialement, en fait elles viennent nourrir tout un système d'injonctions. Sois forte, il faut que tu te battes, il faut que tu restes positive. Les patientes, et en particulier les patients, c'est souvent quelque chose de très compliqué pour eux. Et l'idée de ce podcast, en fait, c'était de partir de ce constat, qui est un constat clinique, de les sortir des murs de l'hôpital pour les placer du côté du social et les porter au sein même de la cité. Et puis ce que vous n'entendez pas dans ce titre, ce sont les S, parce qu'à vulnérable et à coupable, on a mis des S pour la question du collectif. Parce que je crois que ces questions, elles nous concernent toutes et tous. Qui dans son entourage, proche ou moins proche, n'a pas perçu qu'à un moment donné, le taux de cancer est en train d'augmenter de manière extrêmement importante. Pourquoi invisibilise-t-on toutes les expositions environnementales auxquelles nous sommes soumis? Merci beaucoup. Donc moi je m'appelle Wilfried Martin, pour le retenir ça fait Wilfried. Dès le plus jeune âge, mes parents ont gardé le prénom, et je trempe dans l'huile depuis que je suis tout petit, puisque ma mère a été la première en France à collecter des huiles de friture usagées dans la fin des années 70. 94-2002, je fais très vite, on fait voler l'avion en 2002, le premier avion qui vole c'est Amsterdam-Toulouse avec 100 litres d'huile de friture usagée dans son kérosène, et j'étais dans ce vol-là pour arriver à Toulouse et montrer qu'on peut faire voler des avions avec des produits issus du recyclage. Le problème,
C'est que comme l'idée était bonne, elle a été prise à bras le corps par toutes les personnes qui ont dit c'est avec ça qu'on va sauver la planète. Et du coup aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Plusieurs choses se sont passées. 2002, la terre brûle et on ne regarde pas, disait quelqu'un à Johannesburg. 2006, De Villepin dit il faut faire de l'incorporation de biocarburants dans tous les carburants fossiles et ils se mettent à créer des biocarburants favorisant un développement d'un truc qui s'appelait des agrocarburants. Ces agrocarburants, c'est privilégier des utilisations agraires, non pas pour alimenter les populations, mais pour faire rouler des bobos avec du diesel propre. Résultat des courses 2009, les émeutes de la faim à Mexico, où tous les denrées premières ont été détournées pour fabriquer des biocarburants en Europe, qui ont été détaxés. L'Organisation mondiale du commerce s'est aperçue en 2009 qu'il y avait une dérive, et donc du coup ils ont dit c'est pas possible, toutes les huiles mondiales arrivent en Europe, il faut arriver à freiner ça. Et j'ai décidé de créer ma société sur la base de toute bonne connaissance depuis la fin des années 2010, en me disant que si je veux être sûr que les produits qu'on recycle soient recyclés à bon escient, dans la bonne filière, il fallait en connaître, un peu comme pour les cancers, la cartographie et même la donnée de création des volumes, qu'on soit sûr que quand on parle d'une huile de friture usagée, c'est bien une huile de friture usagée, mais c'est pas une huile qu'on a enlevée de la bouche de l'enfant. Du coup, j'ai créé des contenants, des bins, dont je veux mesurer le niveau et faire en sorte que chaque restaurant ait un mini geyser dans son restaurant où il pourra capitaliser sur la valeur de ce déchet qu'il produit s'il fait l'effort de bien le trier pour le vendre au plus proche et au plus local pour en faire une unité de carbone intelligente sans avoir besoin de la transporter à travers le monde pour fabriquer des biocarburants. C'est pas simple tous les jours, mais en tout cas je m'éclate et puis je continue à développer dans le but de révolutionner la collecte des huiles. Voilà. Manger des frites, je n'ai pas à McDo. Voilà, écoutez, on va clôturer cette séquence-là de témoignages de personnes inspirées et inspirantes, puisque c'est parfois sur ces sujets-là que, évidemment, on peut avoir ensuite être soi-même inspiré, et j'espère.